Aujourd'hui, ça va être en fait Madame Méthode qui est directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers, ainsi que Dr Bonnie Vigé qui vont prendre la parole. Puis comme d'habitude, là, ça va être suivi d'une période de questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Méthode. Bonjour à tous. Dans le fond, pour la conférence de presse du jour, ça concerne l'éclosion à l'hôpital de Gaspé. Présentement, au niveau de l'éclosion à l'hôpital de Gaspé, permettez-moi de vous dire, nous sommes toujours à moins de 5 employés et aussi à moins de 5 usagers. Les équipes concernées, dans le fond, par le dépistage ont été dépistées, ce qui représente environ 150 employés à ce moment-ci. Comme d'habitude, l'analyse des personnes est faite par la santé publique, par l'analyse épidémiologique, bien évidemment. Puis à ce moment-là, selon les facteurs de risque, les personnes sont dépistées et ceux qui sont isolés sont isolés. Donc, c'est un travail qui est fait par la santé publique en collaboration, bien évidemment, là, avec les gestionnaires sur place, l'infirmière en prévention des infections et bien sûr le micro-infectiologue là, de Rimouski. C'est bien important, dans le fond, pour vraiment bien cerner la situation. Depuis le début de l'éclosion, plusieurs mesures ont été mises en place, bien évidemment, comme on le fait dans tous nos secteurs d'éclosion. Une cellule de crise est mise en place qui est vraiment animée par la PDG et l'ensemble des gestionnaires et directeurs concernés. Il y a 6 et il y a un suivi régulier qui est fait de la situation d'éclosion. C'est une et même plusieurs fois par jour. Il y a aussi un comité de gestion d'éclosion qui se met en place. Ce comité de gestion d'éclosion, il participe bien évidemment les personnes de la santé publique, le micro-infectiologue, le gestionnaire, l'infirmière en prévention également. L'équipe hygiène salubrité est présente sur unité 24 heures par jour et 7 jours sur semaine. Il y a eu un rehaussement à cet égard-là. Aussi, pour vous dire que, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, il y a 150 personnes qui ont été dépistées, donc un dépistage massif, puis il y a eu aussi un rehaussement des mesures de prévention des infections. L'infirmière en prévention des infections est présente sur les lieux, vraiment pour s'assurer à ce que les mesures soient bien appliquées. Au chapitre des équipements de protection individuelle, tout est disponible. L'équipement est vraiment disponible partout dans nos installations en Gaspésie. Puis pour l'éclosion en cours, l'équipement est disponible, donc on n'a pas de manque de matériel. C'est important aussi de mentionner, parce que souvent c'est une question au niveau des médias pour les N95. Aussi, les N95 sont en quantité suffisante. Il est important de vous mentionner aussi que les N95 sont utilisés seulement dans des situations particulières, notamment dans les interventions, entre autres au niveau de la sphère respiratoire, notamment entre autres au niveau des personnes intubées. Donc, il n'est pas requis d'utiliser les N95 dans toutes les situations, puis dans les situations qui l'exigent, là, les N95 est utilisé. Actuellement, la protection qui est recommandée chez les employés en zone tiède et chaude, c'est vraiment le port des épis qu'on appelle, nous. Donc, on parle du max de procédure, de la blouse, visière et des gants. L'enjeu, bien évidemment, puis vous le connaissez pour avoir assisté à plusieurs conférences de presse jusqu'à ce moment-ci, c'est bien l'enjeu de la pénurie des ressources humaines. C'est partout en Gaspésie, puis en période d'éclosion, c'est particulièrement difficile. Donc, vraiment, c'est l'enjeu des ressources humaines, puis particulièrement aussi au niveau des soins infirmiers. C'est bien sûr que dans une situation d'éclosion, on est vraiment chanceux de compter sur du personnel volontaire pour faire du temps supplémentaire. On est beaucoup dans le volontariat, puis on peut vous assurer que présentement, nous n'avons pas une excellente collaboration de l'ensemble de nos équipes soignantes. Tous les retraités qui sont intéressés vraiment ont été embauchés, et ça depuis la première vague. C'est bien sûr que dans le fond, comme on profite de le faire dans toutes les conférences de presse, si vous connaissez des personnes intéressés à travailler pour le CIS de la Gaspésie, c'est important, il n'y a aucun problème, là. Vous pouvez nous acheminer les coordonnées, on va appeler les gens. Donc, toutes les nouvelles candidatures sont bien sûr très bienvenues. En ce qui concerne l'entretien ménager, dans le fond, 6 nouvelles embauches ont été faites quand j'ai parlé un petit peu plus tôt qu'on rehaussait les mesures d'hygiène et salubrité. Donc, il y a 6 embauches qui ont été faites à l'entretien ménager depuis une semaine et 5 autres sont à venir un peu plus tôt. Les candidatures de Je contribue sont tous contactés en continu et ce, à chaque jour. J'aimerais aussi recadrer un message
en ce moment qui circulent, en ce moment du fait qu'il n'y a pas d'uniformité dans nos directives aussi de la Gaspésie, que nous étions pas prêts. C'est important de vous dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts depuis la première vague. Ce qui est important de mentionner au niveau de l'uniformité des procédures ou des processus, c'est qu'on ne peut pas harmoniser. Oui, on a un processus qu'on harmonise, mais il faut vraiment aller avec les particularités dans chaque réseau local. Par exemple, l'hôpital de Chandler, puis de Gaspé, puis de Maria-Sainte-Anne-des-Monts, le fonctionnement, puis l'environnement physique est très différent. Donc, pour ce faire, il faut vraiment revoir dans chaque milieu quels sont les meilleurs processus. Puis à ce sujet, dans le fond, dès la première vague, a été mis en place une équipe SWAT. Une équipe SWAT, c'est une équipe de 5 infirmières. Ça a été mentionné à la dernière conférence de presse. Ce sont vraiment des gestionnaires de haut niveau qui a supporté chaque réseau local dans la mise en place par rapport des procédures, en les appuyant dans les trajectoires. Puis pour vous dire aussi que dans chaque réseau local, on a mis en place un comité SWAT dont il participe des médecins, des gestionnaires. Donc, tous les processus, les trajectoires sont travaillés au niveau dans chaque réseau local. Ce qui est harmonisé, bien évidemment, c'est qu'on a un plan d'action deuxième vague. Donc, ce sont des processus harmonisés qui concernent 9 actions, axes d'intervention que Mme Duguay vous a déjà fait part lors d'une conférence de presse précédente. Donc, oui, on a des processus harmonisés. C'est vraiment bien attaché avec l'ensemble des directions, mais ce qui est important, avant toute chose, il faut que sur le terrain, que ça réponde à la réalité terrain, et c'est ce que nous avons fait à la mise en place des équipes SWAT vraiment locales. Donc, comme je le mentionne, les trajectoires sont bien précises, sont travaillées avec les gestionnaires, avec les membres locaux de l'équipe SWAT, dont je vous mentionnais participent plusieurs médecins. Et ensuite, les gestionnaires, dans le fond, travaillent avec leurs équipes pour aller les consulter. Puis bien sûr que c'est en continu. Donc, il y a des rencontres régulières, hebdomadaires qui se tiennent par réseau local avec les équipes SWAT. Lorsqu'il y a des défis, des ajustements à faire, les gens le travaillent dans l'équipe SWAT et on apporte les mesures. Donc, c'est un travail en continu car nous sommes en amélioration continue d'amélioration justement des processus pour bien faire face à la pandémie actuelle. Si je peux me permettre en terminant, vous savez, la pandémie à la COVID-19, personne s'y attendait. Une chose qui est sûre, c'est tout le monde, c'est la communauté ensemble, on doit travailler ensemble pour essayer de vaincre le virus. C'est une bonne façon d'y arriver. Si on a des façons de faire ou peu importe à améliorer, c'est important qu'on se mette en mode collaboration puis en mode partenariat pour y arriver. Fait que dans le fond, cette lutte va se faire avec un partenariat que nous allons tout mettre en commun, nos forces, puis pour arriver vraiment à un but ultime, c'est vraiment d'éliminer ce virus-là de nos vies. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Docteur Bonnier-Vigé. Oui, bonjour. Écoutez, dans ce qui concerne l'ensemble de la région, les bonnes nouvelles du côté d'Avignon se poursuivent, c'est-à-dire que le nombre de cas continue à diminuer, le nombre de cas actifs est aussi rendu en bas de celui qu'on retrouve dans la MRC voisine de Bonaventure. Et ailleurs, dans les autres MRC, ben, la situation est aussi stable, là, que ce soit du côté de la Haute-Gaspésie ou des îles. Et même pour la côte de Gaspé puis Rocher-Percé, bien qu'on ait des cas et quelques éclosions, c'est relativement stable. Notre grande préoccupation de l'heure, c'est ce qui se passe dans Bonaventure et principalement dans quelques municipalités autour de Passepébiac, dans ce coin-là. On a fait un effort supplémentaire pour voir un peu qu'est-ce qui ressortait de nos enquêtes. Et puis, vraiment, une chose qui ressort de façon importante, c'est que les gens ont de la difficulté à comprendre, là, puis à intégrer le fait que quand on a un petit rhume, ça pourrait être la COVID. Alors, il y a dans beaucoup de cas, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient des symptômes et qui finalement ont un peu négligé ces symptômes-là, se sont dit
c'est pas trop grave, ça va passer, c'est juste une petite grippe ou juste un petit rhume. Mais finalement, c'était vraiment de la COVID. Et donc, elles ont passé leur virus à plusieurs personnes avant de se faire tester et avant de savoir qu'elles avaient la COVID. Et ces passages-là du virus se sont faits beaucoup dans les milieux familiaux, dans les familles. Les gens qui se réunissent en soirée pour jouer aux cartes, pour simplement socialiser, les grands-mamans qui gardent des petits-enfants, mais les petits-enfants qui retournent chacun dans leur famille. Alors, il y a cette vie communautaire qui est une force. Dans ce cas-ci, ça retrouve à être un peu un danger parce que on ne comprend pas, on ne voit pas bien que le virus ne fait pas de distinction entre des gens qui se connaissent et qui s'aiment et qui sont des amis ou qui sont des parents. Le virus ne fait pas de distinction là-dedans. Là. C'est pas ce qu'il faut vraiment comprendre, là, c'est que quand on ne vit pas dans la même maison qu'une autre personne, à la même adresse, même si on est parents, il faut garder notre distance de 2 mètres. Et il faut se rappeler aussi que la mesure qu'on s'est donnée dans la zone rouge, dans la zone orange, c'est qu'on ne devrait pas recevoir plus qu'une autre famille dans notre famille à la fois. Donc, c'est un peu ce qui ressort de nos enquêtes et qu'on aimerait corriger. Alors, de ce côté-là, il y a des messages qui vont vous parvenir de votre municipalité. Il y a des messages qui vont vous être transmis par des gens, des agents de promotion de la santé dans la communauté, des organismes communautaires. Alors, ce serait important d'écouter ces messages-là, puis s'ils sont pas clairs, s'ils sont pas compris, de poser des questions, de s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire la transmission virale. Alors, c'est essentiellement le message, je pense, que je voulais passer aujourd'hui là pour du côté de Bonaventure, parce que sinon, partout ailleurs, ça va de mieux en mieux. Puis on aimerait bien que ça aille bien à Bonaventure aussi. Voilà. Merci. On va pouvoir procéder à la période de questions. Pour ça, j'aimerais que les deux, peut-être madame. Ouais, parfait. Merci. Donc, pour commencer, ça va être deux questions par journaliste, puis après, on refera un tour là, comme à l'habitude. Donc, Isabelle Danfous. Oui, bonjour. Donc, j'ai eu un rapport de la CNSST là, qui a été déposé à l'hôpital, pour l'hôpital de Maria le 16 octobre. Et dans ce rapport-là, on parlait, là, entre autres, là, du rehaussement, là, justement, des équipements, là, des EPI, et on parlait, entre autres, là, du port des protections oculaires, de la protection oculaire. Est-ce que maintenant, la protection oculaire là, est obligatoire pour tous les employés du centre hospitalier de Maria? Et pour tous les employés aussi de la Gaspésie, là, du CIS de la Gaspésie? Madame Méthode ou Dr. Bonifié, je ne sais pas. Fait que je vais y aller. Fait que Dr. Bonifié pourrait compléter. C'est sûr que en période d'éclosion, le port de l'épi est vraiment majeur. Effectivement, comme vous le mentionnez, pour la visière ou les lunettes et le masque, c'est vraiment de procédure, c'est vraiment obligatoire. Donc, c'est obligatoire pour tous les employés qui sont en CHSLD et maintenant dans les hôpitaux où il y a des éclosions. Pas juste lorsqu'il y a des éclosions, mais quand on intervient à moins de 2 mètres. Donc, c'est aussi à domicile. À domicile aussi. Mais donc, ce que j'en comprends, là, donc sur les étages qui sont dans les zones froides, maintenant, il faut porter les protections oculaires et la visière. Là. Oui, c'est obligatoire. Puis, en avez-vous assez? Oui, j'ai mentionné tantôt d'entrée de jeu, on ne manque d'aucun équipement, incluant dans le fond les jaquettes, les masques, les visières ou les lunettes, puis les gants. Et c'est obligatoire depuis quand? À partir du moment, puis Dr. Bonifié pourrait y compléter, à partir du moment qu'on doit intervenir à moins de 2 mètres auprès d'usagers, on doit porter le masque de procédure et la visière ou les lunettes. Ah non, mais je voulais dire dans l'espace-temps, là, à vrai dire, c'est obligatoire depuis 1 semaine, 2 semaines, ou donc c'est ça que je veux. Depuis les directives qui ont été descendues, à partir du moment qu'un intervenant
doit intervenir moins de 2 mètres, puis Dr. Bonnet-Vigier pourrait ramener la date là, de la mesure. Les gens doivent porter le masque de procédure, la lunette ou la visière. OK. Donc, okay. Avec le rapport de la CNSST. OK. C'est ça. Ensuite, oui, ben en fait, c'est une mesure qui avait été déjà recommandée, mais qui a eu un rappel de la CNSST dernièrement. Donc, il y a un rappel, et là, depuis que ce rappel est en place, là, on demande de le faire, là. Ouais. Okay. Comme Dr. Bonnet-Vigier le ramène bien, c'est un rappel. C'est un rappel fait auprès du personnel, dans le fond, qu'on fait pour dire que on met des mesures, c'est des directives, puis les gestionnaires aussi les descendent. Il va arriver par moment que certaines personnes, pour différentes raisons, ne l'appliquent pas, donc des rappels sont faits. Fait qu'il y a des audits aussi qui sont en cours de façon régulière sur tous les corps de travail pour vraiment s'assurer justement de l'application des mesures par nos employés. OK. Donc, si je comprends bien, là, il y a eu un rappel parce que ce n'était pas nécessairement toujours respecté, là. C'était fait pour l'ensemble du Québec, d'ailleurs. Ouais. C'était pas particulier pour la Gaspésie. Oui, OK, parfait. Ensuite, l'autre question aussi, dans le même rapport, on parle de tests de dépistage dans les établissements là, touchés. Là. Donc, on demande que les employés soient dépistés maintenant aux 2 semaines. Est-ce que c'est ça que vous allez faire dans les établissements où il y a des éclosions? Dr. Bonnet-Vigier? Oui, je peux peut-être parler là-dessus parce que je fais partie d'un comité national sur les priorités de dépistage. Et c'est une mesure qui a été instaurée, mais qui est tout à fait contestée actuellement, là, qui est en rediscussion, parce que ça génère énormément de tests et puis ça ne donne pas nécessairement les résultats escomptés. Donc, la question est actuellement en discussion. Ceci dit, ça se fait actuellement dans l'ensemble des établissements à intervalles variables selon l'importance de l'établissement. Donc, dans certaines régions comme Montréal et tout ça, c'est quasiment aux semaines. Dans notre cas, je me souviens plus où est-ce qu'on en est rendu en termes de fréquence, mais je pense que c'est au mois dans les CHSLD, si je me souviens bien. Alors, mais je dois vous avouer que cette mesure-là est remise en question pour l'instant. OK, merci. Merci. TVCGA. Julie Drapeau. Je veux juste faire un rappel que je vous ai tous mis en sourdine, là, fait qu'il faudrait... Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, alors, si je comprends bien, Dr. Bonnet-Vigier, le rhume non détecté est possiblement la source dans le secteur de Passepébiac. Alors, on entre justement dans une période où il y a beaucoup de nez qui vont couler. Est-ce que vous vous attendez à être capable de répondre à une hausse du nombre de tests de dépistage, sachant la situation des derniers jours où il y avait des retards et tout dans les livraisons? Comment est-ce que vous vous attendez à faire face à ça si tout le monde qui a un rhume commence à vouloir se faire dépister? Bien, si on se concentre sur les personnes qui ont des symptômes, on a tout à fait la capacité de dépistage. Là où on a des encombrements, c'est quand on se lance dans des grandes campagnes de dépistage à tout venant. Mais si on concentre nos dépistages pour les gens qui ont des symptômes, pour les gens qui ont été en contact avec la COVID ou qui sont recommandés par un médecin ou par la santé publique, on a tout à fait la capacité et on a de la réserve pour pouvoir bien dépister tout le monde. Deuxième question, est-ce que la situation vécue du côté de la MRC Bonaventure pourrait compromettre, pourrait retarder un éventuel changement de couleur à la baisse dans la MRC d'Avignon? Non, ça n'a vraiment pas de rapport. La MRC d'Avignon a été mis au rouge sur la base de ce qui se passait dans les 3 municipalités. Et puis, c'est sur la base de ce qui se passe dans les 3 municipalités qu'elle va revenir à l'orange. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se passe très bien. On revient vraiment dans des zones qui sont tout à fait comparables ailleurs. Donc, normalement, si tout continue à se poursuivre bien dans les jours qui viennent, on va revenir probablement dans l'orange. En tout cas, c'est ce qu'on recommandera au niveau au gouvernement.
Merci. Merci, Igor. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour à vous tous et toutes. Deux petites questions. On entend surtout dans la région de Québec, comme quoi il y aurait de la résistance de la part de certains employés concernant les tests de dépistage. Qu'en est-il dans la région? Docteur Bonivier, est-ce que vous avez la réponse? Sinon, moi, j'ai pas beaucoup de réponses là-dessus. Ça, c'est plus le senti du terrain. Moi, j'ai pas entendu parler de ces résistances-là. Je ne sais pas si Joanne a entendu parler de quelque chose. Présentement, on a une belle collaboration des gens. Vraiment, là, c'est sûr que il peut arriver que certaines personnes, là, dans le fond, là, on va dire, refusent, mais c'est tellement en petit nombre, là, mais de façon quand même très, très, très générale, là, il n'y a aucun problème pour les dépistages. Les gens sont conscients, puis les gens collaborent, fait que vraiment de façon très, très générale, là, ça va quand même assez. D'accord, excusez-moi, à ce moment-là, advenant qu'un employé refuse justement de se faire dépister, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des moyens de pression ou comment est-ce que vous faites pour lui faire comprendre que ce serait peut-être une bonne idée? Non, mais le dépistage, c'est pas obligatoire pour personne. Ah. Non, c'est pas une maladie à traitement obligatoire. C'est une maladie à déclaration obligatoire, le COVID, mais pas à traitement obligatoire. De toute façon, on n'a pas de traitement, sauf l'isolement. Alors, donc, le dépistage non plus, c'est pas obligatoire pour personne. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on explique l'avantage important pour soi et surtout pour les autres de se faire dépister. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que les choses se passent. D'accord. Petite dernière, au niveau du public en général, quelqu'un a des symptômes, doit aller passer le test. Un individu doit penser que ça prend à peu près combien de temps en moyenne pour passer le test et rentrer à la maison? Dans le fond, je peux y aller, Dr. Boniviger. C'est quand même assez rapide parce que présentement, on n'a pas en Gaspésie, dans nos centres de dépistage, de délai d'attente. Ça va quand même assez bien. Il n'y a pas d'engorgement, si on peut dire ainsi, là, dans nos centres de dépistage. Puis pour bien vous répondre tantôt, dans le fond, par rapport à notre personnel, c'est sûr qu'on continue de sensibiliser en continu là, notre personnel là, par rapport au dépistage, mais comme Dr. Boniviger l'a ramené, c'est pas obligatoire. Mais habituellement, quand on parle avec les gens, ils comprennent, puis ça marche. Merci. Isabelle Larose. Merci beaucoup. Oui. Alors, j'aimerais savoir, là, comme le nombre de cas actifs est plus élevé dans Bonaventure que dans Avignon, si on pense à remettre Avignon en zone orange, est-ce que le passage de Bonaventure en zone rouge est envisagé? Oui, on s'est posé la question. Hein. Mais quand on regarde les pourquoi, j'essaie d'expliquer tout à l'heure pourquoi Bonaventure, on avait une recrudescence de cas. Et puis, quand on regarde les mesures que l'on peut prendre en zone rouge, il n'y a pas d'adéquation. Alors, actuellement, sur le terrain, on a déployé avec la municipalité des gens qui vont aller sensibiliser les grandes familles, là, puis sensibiliser les endroits où on voit que, parce que c'est vraiment géographiquement aussi très, très concentré, là, c'est vraiment des familles qui se fréquentent régulièrement. Donc, on va aller les rencontrer, ces gens-là, directement pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis leur demander Mais en fait, je pense qu'il faut d'abord les écouter pour savoir comment eux, ils entrevoient ça, puis qu'est-ce qu'ils comprennent de ça. Puis les amener tranquillement à comprendre le danger qu'ils font courir à leurs personnes âgées. Je pense que c'est surtout ça. Donc, c'est une stratégie de sensibilisation communautaire qui n'est pas prévue nécessairement dans le niveau rouge, là. Donc, ça ne nous donnerait rien de fermer bars et restaurants et autre chose, parce que c'est pas là que ça se passe actuellement. C'est vraiment à l'intérieur de dynamique familiale. Pour ce qui est de l'hôpital de Gaspé, là, hier, on disait qu'on attendait toujours une trentaine de tests. Là, on parle de 150 tests qui ont été faits au total. Est-ce qu'il y a de nouveaux tests qui ont été faits depuis hier et combien, en fait, de nombre de tests on attend toujours là, en termes de résultats? Là?
Et dans le fond, pour vous dire que l'ensemble des personnes qui avaient à être dépistées l'ont été, fait que ça s'est déroulé là, sur 3 jours depuis le 19. Peut-être, docteur Bonnier, vu que c'était l'information là, hier. Sur les 150, en fait, il en reste comment à recevoir? Est-ce que si c'est seulement 2 ou 3, on voit qu'il n'y a pas d'éclosion? Oui. Je n'ai pas l'information sur le nombre des... il y a des gens qui ont été testés, des gens plus rapprochés dans un premier temps, puis après ça, on a étendu. Alors, moi, je n'ai pas d'informations sur les derniers résultats qui seraient rentrés pendant la journée aujourd'hui. Mais ce matin, on n'avait rien d'autre que ce qu'on avait déjà là, en termes de gens positifs. Merci. Roxane Langlois. Ça va pour le moment, merci. Radio Gaspésie. Donc, juste vous rappeler que vous êtes sur sourdine. Si jamais vous n'êtes pas capable, juste me texter. David Alexandre. Gilles Gagné. Clémence, est-ce que tu m'entends? Oui. J'avais une question pour le docteur Bonnier-Vigé concernant la chasse. Est-ce que, bon, on est juste à mi-chemin à peu près, non, un petit peu plus que mi-chemin quand même, dans la période de chasse à la carabine. Est-ce que vous avez vu un changement? Êtes-vous toujours aussi inquiet qu'il y a, 3 semaines ou 1 mois à peu près, concernant cette activité où ça se passe relativement bien? Je suis obligé de dire que je reste préoccupé parce que malheureusement, on a des exemples de ce qu'on craignait qui se passe. On a quelques groupes là, qui se sont communiqués le virus lors de fêtes ou de rassemblements dans des camps de chasse, là. Alors, c'est arrivé. Alors, on espère que ça n'arrivera pas trop. Mais on reste préoccupé jusqu'à la fin de la chasse, honnêtement. Là. S'il y a un message à relancer aux chasseurs et chasseuses, là, c'est vraiment que c'est vrai que le virus les accompagne jusque dans le fond des bois. Donc, ils doivent redoubler de vigilance. Chasser, c'est correct. C'est se ressembler après. C'est de ne pas avoir prévu des endroits isolés pour que les gens puissent dormir assez loin les uns des autres. C'est ça qui est le problème. Merci. Parfait. Nelson Sergerie ne pouvait pas poser la question, donc je vais le poser à sa place. Le SIEC affirme que le laboratoire de Gaspé ne peut traiter que 8 tests de la COVID-19 aux 2 heures. Avec le dépistage massif en lien avec l'éclosion au siège de Gaspé, quel sera le temps de réponse pour obtenir un résultat? Madame Metta? C'est sûr que dans le fond, la priorité est aux personnes symptomatiques, puis pour les personnes asymptomatiques, dans le fond, les tests sont acheminés à Rimouski, puis les résultats sont reçus en dedans de 24 et 48 heures. Merci. Il y avait une deuxième question. Avec une situation dans Bonaventure qui ressemble, je pense qu'on l'avait déjà, par exemple, à celle d'Avignon il y a 2 semaines, doit-on penser qu'une zone rouge pourrait être décrétée? Fait que ça, vous avez déjà répondu à cette question-là. Parfait. Sinon, sur la liste, je crois que je perçois Spencer de CBC. Pas de question, merci beaucoup. OK, parfait. Sinon, j'aurais essayé TV, CGR, Télé-Soleil ou Radio Gaspésie. Est-ce que votre son fonctionne? Parfait, merci. Donc, on va aller avec 2 ou 3 dernières questions. Oui, j'en avais une dernière. Oui. J'ai fait une vérification auprès de l'Institut national de santé publique là, par rapport au taux de travailleurs de la santé qui sont infectés en première et deuxième vague. En première vague, effectivement, là, ce taux se situait autour de 25 %. En deuxième vague, il est de moins de 10 %. Ce qui est une situation qui est inverse à ce qu'on observe présentement ici en Gaspésie. Et bien entendu, là, ils expliquent qu'il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent expliquer la situation en Gaspésie. Mais selon vous, le M. Bonnier-Vigé, qu'est-ce qui explique
en Gaspésie qu'il y ait plus de travailleurs qui sont infectés en deuxième vague? Ah, je pourrais pas te dire, malheureusement. J'ai aucune idée si c'est pourquoi on a plus ici qu'ailleurs ou plus qu'ici que maintenant que dans la deuxième vague. La première vague, je veux dire. Parce qu'on n'a tout simplement pas étudié les facteurs de risque qui sont associés à ça pour l'instant. Oui, OK. Et ensuite, encore peut-être le rapport de CNSST, il disait que c'est vraiment important là, de déterminer là, la zone, quand il y a une transmission, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui en est responsable. C'est encore difficile hein, d'identifier en Gaspésie exactement c'est quoi la source de la contamination là, dans les milieux d'éclosion. Oui, mais c'est toujours les mêmes facteurs un peu qui reviennent. Tout le monde essaie de bien faire puis de bien porter ses équipements, mais de temps en temps, soit sous la pression du travail, la pression du stress, on oublie des choses. Tout le monde oublie de respecter les règles à un moment donné, mais dans le milieu de santé, ça a plus de conséquences parce que le virus est encore plus présent quand il y a une éclosion en particulier. Il y a aussi les installations. Comme vous le savez, nos installations sont pas récentes, donc c'est sûr que les taux de ventilation sont pas optimisés pour une pandémie. Ça, c'est le cas de la plupart des installations au Québec, sauf les plus récentes. Alors, quand on met tout ça ensemble, ce sont des facteurs de risque qui sont présents, mais quand on essaie de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y en a plus actuellement en Gaspésie que dans d'autres régions ou pourquoi il y en a plus en Gaspésie que la première fois, là, j'ai vraiment pas aucune réponse là, parce que faudrait vraiment étudier correctement les facteurs de risque en question. Je les ai pas. Peut-être je pourrais aller en complément, Dr. Bonnet-Vigé. C'est bien sûr qu'en Gaspésie, plusieurs de nos installations sont vétustes. Cependant, en préparation et de la première vague, de la deuxième vague, au niveau vraiment des infrastructures, on a investi vraiment beaucoup, entre autres, à mettre en place là, des secteurs à pression négative, des champs à pression négative, mais aussi des secteurs à pression négative. Fait que donc, il y a eu vraiment quand même, là, pour répondre justement à la vétusté puis de nos installations, des mesures qui ont été travaillées dans ce sens-là, puis c'est partout en Gaspésie, là, que ce soit en hôpital ou en CHSLD. Quand je mentionnais d'entrée de jeu là, qu'il y avait des équipes SWAT qui ont été mises en place dans chaque réseau local, les défis, justement, ont été adressés, les travaux ont été faits en conséquence, justement, des défis qui avaient été amenés sur le terrain, notamment au niveau de la ventilation. Puis je dois vous dire qu'à cet égard-là, de gros investissements ont été faits en Gaspésie. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, j'aurais une question pour M. Bonnet-Vigé. Est-ce que c'est possible de nous dire à peu près combien de cas actifs dans Bonaventure se trouvent dans le secteur de Passepébiac? Un instant. Si je reviens au tableau. Actuellement, dans Bonaventure, on a 85 cas actifs. C'est pas très précis, mais ce serait. Ah oui, j'en ai 42 dans Passepébiac. Merci. Merci. Donc, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ou peut-être, je vois Gilles là, qui voulait peut-être intervenir. Okay. Non, ça va, moi. Ah, OK, parfait. Juste me transférer par courriel comme à l'habitude, puis je vais les traiter dès que possible. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.